Bonjour à tous, je me présente Maëlie Deshamelin et je vous souhaite la bienvenue au webinaire portant sur le diagnostic de la MRC de Nicolet-Yamaska, qui est réalisé dans le cadre des PRMHH, donc des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Petit rappel que la réalisation des PRMHH, c'est une obligation des MRC en vertu des articles 15 à 15,7 de la loi sur l'eau. Donc, présentement, l'ensemble des MRC du Québec travaillent jusqu'en juin 2022 à identifier les milieux humides et hydriques qui présentent un intérêt écologique, ceux qui peuvent être préservés via une utilisation durable et ceux qui sont voués à la restauration ou à la création. Donc, dans le cadre de la démarche du Centre du Québec, il y a 4 MRC qui se sont réunis pour réaliser leur PRM-HH de façon conjointe afin d'unir leur effort, leur expertise et l'apport financier. C'est le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec qui a été mandaté pour accompagner les 4 MRC, soit les MRC d'Arthabasca, de Drummond, de l'Érable et de Nicolet-Yamaska. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la démarche qui a été présentée en septembre 2019 et représentée en juin 2020, vous pouvez vous rendre au patrimoinenaturel.ca où les webinaires ils sont disponibles en ligne. On vous invite aussi à vous inscrire à l'infolettre qui est envoyée environ à chaque mois pour vous informer de l'évolution de la démarche. Donc, je vais d'abord commencer avec un petit rappel de la démarche. Donc, le 15 février, l'ensemble des portraits des 4 MRC vous a été présenté. Le portrait nous a permis d'établir un diagnostic factuel, donc des faits issus du portrait, et de travailler sur un diagnostic écologique. Ces deux diagnostics-là permettent d'identifier les grands enjeux du territoire qui, par la suite, permettent au MRC d'identifier une vision, des cibles de conservation, des orientations, puis finalement des objectifs et des actions à accomplir. Donc, comme je l'ai mentionné, le portrait a été présenté le 15 février. Aujourd'hui, on vous présente le diagnostic et le 15 mai prochain, on va vous présenter la vision, les sites de conservation et les grandes orientations. Puis, pour terminer, il va y avoir une grande consultation qui va avoir lieu les 22 et 23 juin 2021. Donc, ça va être une consultation et non un webinaire informatif comme celui qui a lieu aujourd'hui. Donc, comme j'ai mentionné, aujourd'hui, on vous présente les diagnostics factuels et écologiques ainsi que les enjeux. Après chaque webinaire, il va y avoir une période d'1 mois de consultation durant laquelle vous pourrez nous faire parvenir vos commentaires via le site web patrimoinenaturel.ca. Il va y avoir les sondages qui vont être en bas sur le site dans les menus déroulants. Puis, vous pouvez aussi retrouver le diagnostic et la version intégrale, une version PDF de la présentation d'aujourd'hui, ainsi que l'enregistrement du webinaire. Si vous êtes dans l'impossibilité de partager vos commentaires via le site web, c'est également possible de nous faire parvenir par courriel vos commentaires ou de les partager à vos associations, si vous êtes membre d'une association, puis votre association pourra compiler l'ensemble des commentaires. Donc, je vais maintenant débuter avec le diagnostic factuel. Les enjeux ont été identifiés suite au diagnostic qu'on vous présente, puis je les nomme dès le départ pour pouvoir faciliter la présentation des résultats. Donc, le premier enjeu, c'est la résilience des communautés et des écosystèmes au changement climatique. L'enjeu 2, gestion de l'eau. L'enjeu 3, quantité et qualité des milieux humides, des milieux naturels, pardon. L'enjeu 4, gouvernance municipale en conservation des milieux naturels. L'enjeu 5, application de saines pratiques de développement et d'aménagement du territoire. Et le dernier enjeu, l'enjeu 6, éducation face à la conservation des milieux naturels et acquisition des connaissances. Donc, le diagnostic est toujours présenté en 4 catégories, soit les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, c'est important de mentionner que les forces et les faiblesses, ça s'applique seulement aux instances municipales.
parce que ce sont des éléments sur lesquels la MRC a un contrôle ou une compétence. Puis, les opportunités et les menaces, c'est tout ce qui concerne l'extérieur de la municipalité. Donc, le premier enjeu identifié par la MRC, c'est la résilience des communautés et des écosystèmes au changement climatique. Au niveau des forces, la MRC a d'abord souligné le caractère transversal de l'enjeu sur l'ensemble du diagnostic parce que les changements climatiques influencent tous les milieux naturels. Une autre force de la MRC, c'est son plan d'adaptation au changement climatique pour l'ensemble de son territoire. Donc, en effet, la MRC Nicolet-Yamaska a adopté en 2019 le plan sur la transition écologique pour répondre à l'urgence climatique actuelle puis pouvoir prendre les moyens nécessaires. Il n'y a aucune faiblesse qui a été notée pour cet enjeu. Puis, pour ce qui est des opportunités, il y a plusieurs actions de mitigation ou d'adaptation au changement climatique par les organismes externes, que ce soit le Conseil régional, l'UPA, les organismes de bassin versant. Donc, il y a beaucoup d'actions présentement. Ensuite, au niveau des menaces, il y a de nombreux impacts qui sont liés aux aléas des changements climatiques. Puis ça, on les avait présentés lors du portrait. Donc, rapidement, il y a Uranos, qui est un consortium québécois au niveau des changements climatiques. Puis, il prévoit qu'il va y avoir des augmentations de température, diminution des froids extrêmes, une diminution des précipitations sous forme de neige, mais il va y avoir des pluies de façon plus intense, mais moins fréquente. Il va aussi avoir des impacts du côté économique, donc sur la sériculture, l'agriculture et le tourisme, sur la présence d'espèces exotiques envahissantes qui sont liées à la santé humaine. On peut par exemple penser à la tique et à la maladie de Lyme. Il y aura aussi des îlots de chaleur qui pourront augmenter le nombre d'hospitalisations des personnes qui sont sensibles. Il va y avoir aussi des problématiques au niveau de la gestion de l'eau, donc des crues printanières hâtives, des inondations, surcharge des réseaux d'égouts, les risques de glissement de terrain qui augmenteront, puis les étiages qui seront plus fréquents. Puis finalement, il va y avoir aussi de nombreux aléas qui sont liés à la vulnérabilité des milieux naturels. Donc, c'est en raison de tous ces impacts-là que les changements climatiques représentent un enjeu important dans le cadre du projet. Le deuxième enjeu, c'est celui de la gestion de l'eau. Donc, les forces qui ont été identifiées, il y a plusieurs compétences ou expertises dans la MRC en matière de gestion de l'eau. On peut penser par exemple aux OBV. Il y a aussi le caractère transversal de l'enjeu de l'eau qui, comme les changements climatiques, eux aussi influencent l'ensemble des milieux naturels. Puis, il y a le programme de mise en conformité des bandes riveraines. Pour ce qui est des faiblesses, il y a une application non uniforme de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Donc, il y a plusieurs non-respects des bandes riveraines à certains endroits. Du côté des opportunités, on a l'acceptabilité sociale en matière de milieu hydrique qui est plus reconnue parce que c'est un peu plus évident ou plus naturel qu'un cours d'eau doit être protégé. Sinon, il y a aussi la gestion intégrée des ressources en eau par les organismes de bassins versants et l'étape de concertation régionale. Sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska, on a Copernic, Gros-Bec, Cogesaf et l'OBV Yamaska. Au niveau des menaces, on en a plusieurs. Donc, les milieux hydriques sont sous pression, puis je vais élaborer là-dessus dans quelques instants. Sinon, il y a également certaines stations où l'IQBP, ou indice de qualité bactériologique et physico-chimique, indique qu'il y a plusieurs seuils douteux ou très mauvais pour certains cours d'eau du territoire. Il y a aussi une intensification de la navigation commerciale et de plaisance, l'impact du bâtillage sur l'érosion des berges, l'impact du dragage et des opérations liées à la voie navigable et la régularisation des débits du fleuve Saint-Laurent. Donc, pour vous illustrer la pression sous laquelle sont les cours d'eau, je vous montre cette carte ici où on peut voir les zones inondables en rose et en vert. Puis aussi, on peut y voir la localisation des embâcles dans les rivières qui amènent des pressions au niveau de l'érosion et du décrochage des berges.
Comme perturbation aussi, on a en milieu forestier plusieurs traverses à gué, des ornières et du drainage qui viennent perturber les milieux hydriques. En milieu agricole, il y a le drainage, encore une fois, le ruissellement de surface ainsi que la pollution diffuse. En milieu urbain, il y a la problématique majeure qui est l'imperméabilisation des surfaces, pardon. Donc, l'eau de ruissellement qui apporte une quantité d'eau considérable. Puis, toutes ces perturbations-là ont été notées durant des consultations avec des acteurs régionaux. Il y a aussi les zones inondables qui sont occupées à 10 par les milieux agricoles, mais heureusement, dans la MRC, les zones sont plus fortement occupées par des milieux naturels, soit les eaux profondes ou les milieux humides. La MRC de Nicolet-Yamaska a aussi plusieurs cours d'eau qui ont été rectifiés, donc qui ont été modifiés par l'humain. Les cours d'eau sont habituellement plus sinueux, donc sous forme de S, mais pour optimiser l'usage du territoire, on a rectifié les cours d'eau, donc on a fait en sorte qu'ils soient plus droits, comme on peut voir en bas. La carte ici montre les cours d'eau qui ont été rectifiés. Donc, pour la MRC de Nicolet-Yamaska, ça représente 37 des cours d'eau, donc environ 710 km de cours d'eau. Puis ça a été identifié par photo-interprétation seulement. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'IQPP, donc l'indice de qualité bactériologique. Les points qu'on peut voir sur la carte, c'est des points d'échantillonnage qui dénotent la qualité des cours d'eau. Donc, on peut voir la rivière Lemire, la rivière Landroche, qui ont une très mauvaise qualité. Puis, à Saint-Zéphirin aussi, où il y a 2 points, un de très mauvaise qualité et un de qualité satisfaisante. Finalement, l'ensemble des menaces s'accumulent, puis ils font en sorte que certains bassins versants sont surchargés. Donc, il y a plusieurs problématiques qu'on peut remarquer. Il y a le bassin versant au sud du lac Saint-Pierre qui présente des problèmes d'érosion et de sédimentation, une présence de polluants et de fertilisants, et même une déficience ou absence de bandes riveraines. Je ne vais pas tous les nommer, mais on peut voir ici qu'il y a plusieurs problématiques dans certains bassins versants qui font que l'enjeu de la gestion de l'eau est important. Au niveau de l'enjeu numéro 3, donc la quantité et la qualité des milieux naturels, en ce qui concerne les forces, il y a plusieurs initiatives municipales. Par exemple, des municipalités qui ont adopté des règlements et des dispositions relatives aux milieux naturels. Il y a aussi la MRC de Nicolet-Yamaska qui a une grande superficie de milieux naturels sur son territoire, soit près de 93 km² qui représente 9,31 du territoire. Dans les faiblesses, il y a une difficulté d'arbitrage entre le développement agricole et la conservation. Ensuite, au niveau des opportunités, il y a une superficie de milieux naturels acceptable au niveau régional. On est actuellement à 53 du territoire, ce qui est dans les limites acceptables de superficie de milieux naturels. Il y a aussi une expertise régionale en conservation des milieux naturels. Puis, il y a des visions et des encadrements gouvernementaux. Pour ce qui est des menaces, il y a les utilisateurs de véhicules motorisés qui circulent hors des réseaux prévus à cette fin. Il y a la prévention et de l'introduction d'espèces exotiques envahissantes et l'agriculture intensive dans la plaine inondable, ce qui contribue au déclin de l'écosystème. Finalement, comme c'était le cas pour les milieux hydriques, les milieux naturels sont sous pression. Donc, pour vous montrer au niveau des milieux humides, les lignes ici représentent les seuils qui ont été recommandés par la littérature scientifique. Donc, le seuil critique en rouge, c'est 6 Donc, sous ce seuil, les fonctions et la biodiversité vont être altérées. Puis, en vert, on indique le seuil de 12 qui permet de garder l'intégrité du milieu et de ses fonctions écologiques. Donc, on peut voir que Baie-du-Fèvre et Saint-François-du-Lac sont les municipalités où on compte le plus de milieux humides. Sainte-Eulalie aussi en a pas mal. Mais sinon, il y a beaucoup de municipalités qui se trouvent sous le seuil critique de 6 .
Maintenant, au niveau des forêts, on peut voir encore une fois la proportion de milieux boisés par municipalité avec les seuils qui sont maintenant de 30 à 50. Donc, il y a Odana qui est à 85 au-dessus du seuil, mais il y a encore une fois beaucoup de municipalités qui se trouvent sous le seuil de 30. Au niveau des perturbations notées pour les milieux humides, comme on vous avait présenté dans le portrait, on a les réseaux de transport qui viennent fragmenter les milieux humides. Il y a les chemins et les ornières et les drainages forestiers. Il y a aussi les sablières qui empiètent sur plusieurs milieux humides, puis qui peuvent aussi constituer un apport en sédiments vers les milieux humides. Et il y a l'urbanisation et le développement agricole. Ensuite, une perturbation qui a été notée pour les milieux forestiers, c'est celle des changements climatiques. Donc, les changements climatiques ont notamment pour conséquence d'exposer les peuplements d'épinettes, de frênes, d'êtres aux ravageurs ou aux maladies. En ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes dans la MRC de Nicolet-Yamaska, c'est possible de voir que les milieux naturels ont aussi une pression au niveau de l'envahissement ou l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, tant au niveau des milieux hydriques que forestiers. Maintenant, pour le quatrième enjeu, soit la gouvernance municipale en conservation des milieux naturels, ce qui est ressorti au niveau des forces, c'est la réglementation, les dispositions et les différents plans qui encadrent la conservation des milieux naturels. Donc, ça montre qu'on est dans la bonne voie. Ensuite, au niveau des faiblesses, ce qui ressort, c'est la volonté inégale d'engagement des élus par rapport à la conservation des milieux naturels, ce qui amène des difficultés d'arrimage au niveau de la MRC lorsqu'on veut développer des orientations régionales. Il y a aussi un manquement à l'égard de l'application de certaines politiques, règlements et lois, notamment la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. On s'est aussi aperçu qu'il y a des élus qui ne connaissaient pas bien les lois en vigueur, notamment la loi sur les conservations des milieux humides et hydriques, mais ils ont pu s'informer davantage puis acquérir beaucoup de démarches, de connaissances en lien avec ces lois, pardon, au cours de la démarche actuelle des PRMHH. Maintenant, en ce qui concerne les opportunités, celle qui a été notée, c'est qu'il y a des lois, règlements et programmes qui encadrent la conservation des milieux naturels. Puis, au niveau des menaces, il y a une inégalité, donc ce qu'on appelle l'équité territoriale. Il y a une inégalité dans la répartition des milieux naturels entre les municipalités. Puis ça vient créer des divergences en gouvernance. Donc, certaines municipalités qui ont pu bénéficier avec le temps d'un plus grand développement, donc il y a moins de milieux naturels, tandis que d'autres, ils ont une très forte proportion de milieux naturels, mais vu les lois en place, bien, leur développement est limité. Pour vous montrer rapidement au niveau de la gouvernance, les affectations sont qu'est-ce qui guide le développement du territoire. On les avait présentées lors du portrait, mais pour la MRC de Nicolet-Yamaska, on peut voir que l'affectation majeure où se retrouvent les milieux naturels, c'est l'affectation agricole. Pour l'enjeu 5, qui est application des saines pratiques de développement sur le territoire, j'en ai un peu discuté lors de l'enjeu de la gouvernance, mais l'ensemble de la conservation des milieux naturels amène de grands défis, notamment la conciliation entre la conservation et le développement. Donc ici, une des forces, c'est que les milieux naturels apportent une attractivité en région. Le Centre du Québec est quand même reconnu pour sa grande diversité de paysages et de milieux naturels. Donc, les conserver, ça amène une attractivité au niveau des activités récréo-touristiques. On peut passer, par exemple, au parc écomaritime de l'Anse-du-Port. Du côté des faiblesses, il y a le manque de connaissances pour quantifier certains éléments écologiques et certaines menaces. Puis, pour les opportunités et les menaces qui ont été ici mises ensemble, parce que tout dépendant du futur, ça peut aller d'un sens comme l'autre, mais on a la conciliation entre le développement et la conservation des milieux naturels. Finalement, pour l'enjeu 6, donc le dernier enjeu, c'est l'éducation face à la conservation des milieux naturels et acquisition de connaissances. Au niveau des forces, on a plusieurs outils d'éducation qui ont été développés
par les instances municipales. Sinon, pour les faiblesses, on a noté le manque de connaissances des décideurs et des municipalités. Au niveau des opportunités, il y a la communication et l'accompagnement des propriétaires par plusieurs organismes régionaux. On peut penser par exemple aux agences forestières, aux OBV, au CRE, à l'UPA. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui travaillent avec les propriétaires. Puis, c'est une belle opportunité de transfert de connaissances. Enfin, en ce qui concerne les menaces, il y a plusieurs propriétaires qui risquent d'être démunis face aux connaissances en raison de la très, très grande quantité d'informations qu'on leur envoie. Donc, ça peut être un peu exigeant de comprendre l'ensemble de toutes les informations qu'on envoie, ce qui peut représenter un défi pour certains propriétaires privés. Il y a aussi une méconnaissance du rôle des milieux naturels. Donc, c'est sûr que ça peut être évident de dire qu'il faut conserver les milieux naturels, mais lorsqu'on arrive pour faire la conservation de manière concrète, mais c'est là qu'on remarque une méconnaissance du rôle de ces milieux-là qui viendrait soutenir la reconnaissance de la nécessité de faire des actions. Enfin, il y a un manque de données importantes sur certains éléments, notamment la répartition des espèces exotiques envahissantes ou la délimitation des zones inondables. Donc, il y a un manque de données sur certains éléments. Donc, c'est ce qui conclut le diagnostic factuel. Donc, ce qu'on a pu retenir des éléments du portrait, mais aussi de l'ensemble des consultations avec les élus et les différents comités du PRMHH. Je passe maintenant au diagnostic écologique. Donc, en 2005, les Nations unies ont réalisé un grand chantier sur l'évaluation millénaire des écosystèmes. Puis, ce grand chantier-là, qui réunissait plus de 200 scientifiques, ça a démontré à quel point les services que nos milieux naturels fournissent sont essentiels à l'humain. Ici, sur l'image, on peut voir que toute la panoplie de services écologiques qui sont fournis par nos milieux naturels. Puis, ils sont divisés en 4 grandes catégories, donc culturel, l'approvisionnement, de régulation et de soutien. Ici, on en a mis quelques exemples. On ne pouvait pas tous les rentrer sur une seule diapositive, mais on vous en donne quelques-uns. Donc, on peut voir d'abord pour le soutien que les milieux naturels viennent abriter une flore. Par exemple, ici, la polémoine de Van Brunt, qui est une espèce menacée. Les milieux naturels soutiennent aussi plusieurs espèces fauniques, comme par exemple la tortue des bois, qui est une espèce vulnérable. Il y a aussi l'esturgeon jaune, qui est une espèce emblématique de la communauté d'Odanak, puis le lynx du Canada, qui a un grand domaine vital au niveau de l'Estrie puis du centre du Québec. Donc, les milieux naturels soutiennent une faune et une flore très diversifiées. Au niveau culturel, les milieux naturels procurent des bienfaits au niveau de la santé physique et psychologique. On peut penser par exemple au sport qu'on peut faire dans les milieux naturels. Ils amènent aussi une attractivité dans la région, donc les grands paysages qui viennent enrichir la vue. Ici, c'est une photo de la MRC de l'Érable où on voit le grand lac William. Il y a aussi des services au niveau de l'éducation et du développement des enfants. Maintenant, ce qui concerne la régulation, ici dans l'image, on peut voir une absence de bandes riveraines, donc comment l'absence des milieux naturels peut engendrer certaines problématiques, notamment l'érosion des berges, parce que les milieux naturels sont essentiels pour maintenir une bonne stabilité des berges. Aussi, on a la rétention d'eau, qu'on peut voir dans l'image que les inondations sont de plus en plus fréquentes, en partie à cause d'un apport considérable d'eau en lien avec les changements climatiques, mais aussi par la perte de nombreux milieux naturels qui retiennent l'eau. Il y a aussi les îlots de fraîcheur en milieu urbain qui, eux, viennent diminuer les températures, fournir des habitats de biodiversité et fournir encore une fois des services culturels. Finalement, au niveau de l'approvisionnement, on peut penser à la pêche, la chasse, l'exploitation des ressources naturelles. La présence de milieux naturels vient aussi offrir une eau potable aux citoyens. Puis, il y a aussi tout ce qui est ressources naturelles qui soutient la recherche de médicaments. Donc, par exemple, on a ici le thé du Labrador, qui est de plus en plus étudié pour ses vertus thérapeutiques au niveau du contrôle psychologique de la dépression.
Donc bref, on peut voir qu'il y a beaucoup de services écologiques, que nos milieux naturels, rendent. On a aussi fait, des évaluations économiques, en lien avec comment ça nous coûterait si on détruisait tout, puis qu'on voudrait les remplacer par, des infrastructures anthropiques. Donc, il y a des grands chercheurs au niveau, mondial, puis même ici au Québec, avec l'équipe de monsieur Jérôme Duprat et l'Université du Québec, en Outaouais, qui sont venus évaluer, en fonction de l'offre et de la demande, comment tout ça pourrait coûter. Donc, on peut voir que pour un milieu humide, ça représenterait des investissements de 11 200 par hectare par année. Donc, c'est ce qu'un milieu humide procure en termes économiques à la société. On a 4 800 pour les forêts, 2 700 pour les friches, 1 400 pour les cours d'eau, 1 500 pour les petits boisés isolés et 800 par hectare par an pour les petits îlots de verdure urbaine. Donc, pour les services que rendent les milieux naturels à la collectivité, ça coûterait énormément cher pour remplacer l'ensemble de ces services-là, ce qui démontre à quel point ils sont essentiels. Dans le cadre du diagnostic écologique, on a quantifié les services écologiques que rendent nos milieux naturels dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Donc, pour faire cette quantification-là, on a fait un lien avec les enjeux qu'on vous a présentés juste avant. On a aussi regardé les données qui étaient disponibles pour évaluer les services écologiques, puis aussi quelles méthodes avaient été approuvées. En fonction de ces trois conditions-là, on a identifié 4 grandes catégories de services écologiques, ce qui totalise 16 indicateurs, soit la régularisation du climat, le support à la biodiversité, la régulation, filtration et recharge en eau, puis la valeur sociale des milieux naturels. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les 3 premiers. On a aussi divisé notre évaluation en 2 échelles d'analyse, soit l'entité naturelle, qui est les milieux humides, hydriques, boisés et friches, puis par bassin versant, qu'on appelle aussi unité hydrologique. Donc, c'est les 2 unités dans lesquelles on a évalué ces services écologiques-là. Je vais vous présenter donc les différents résultats qui représentent des contributions potentielles relatives des différentes unités. Donc, les cartes vont être disponibles sur le site de patrimoinenaturel.ca. Donc, elles vont toutes pouvoir être consultées là. C'est important de noter que les cartes, c'est des résultats bruts, donc ils n'ont pas encore été priorisés. Alors, c'est pas parce qu'un milieu ressort comme étant important que c'est nécessairement qui va nécessairement faire l'objet d'une action ou d'un règlement quelconque. C'est seulement des résultats bruts, donc c'est important de garder ça en tête. Ici, sur les cartes, on peut voir les résultats pour la fonction écologique de rétention des eaux par les milieux humides. En bleu, c'est les milieux humides qui fournissent le service de rétention des eaux de façon très élevée. Ce qui est en rouge, c'est les milieux humides qui ne fournissent pas nécessairement cette fonction-là. Donc, si vous voulez connaître l'ensemble de la méthodologie, on a fait un résumé dans le document du diagnostic, mais le rapport méthodologique va être disponible au complet cet été. Mais comme j'ai mentionné plus tôt, c'est des analyses qui sont soutenues par des méthodes approuvées et reconnues par la science. Donc, si je vais de façon plus précise, ici, on peut voir sur la carte que le grand milieu humide en bordure du lac Saint-Pierre, la fonction contribution relative très faible. Mais par contre, on peut voir plusieurs petits milieux humides un peu partout dans la MRC qui, eux, contribuent de façon très élevée. Ici, on voit la représentation par unité hydrologique. Donc, je ne vais pas présenter les 16 indicateurs pour pas que ça soit trop lourd. On en a choisi seulement quelques-uns. Ici, c'est le captage à court terme des éléments nutritifs et polluants par les milieux boisés. Selon des études, notamment celle de Jutra, il a été démontré que les marécages riverains sont l'élément forestier qui apporte la plus grande contribution à la fonction du captage des éléments. Donc, la forêt contribue en entier, mais c'est la forêt marécageuse qui a le plus grand apport. Donc, dans le projet ici, on a cherché les forêts qui avaient une présence de marécages riverains considérable.
On peut voir sur la carte en rouge avec les lignes noires qu'il y a beaucoup de forêts qui sont pas des marécages riverains, donc qui ont été exclus de l'analyse pour pas biaiser les données. Maintenant, à l'échelle des bassins versants, on remarque par contre que l'unité hydrologique B38, là, qui est un peu au centre de la MRC, contribue de façon élevée à cette fonction-là. Un autre indicateur que je vais présenter, c'est celui pour le support de la biodiversité. Cet indicateur-là a été calculé pour l'ensemble des milieux naturels, mais ici, je vais le présenter pour les friches. Donc, les friches sont un petit peu plus difficiles à voir sur la carte, mais on peut les voir un peu réparties partout. On peut voir une belle grande friche en vert dans le coin de la visitation de Yamaska qui contribue de façon élevée à la fonction de support de biodiversité. Sinon, au niveau des unités hydrologiques, on peut voir l'unité B35, plus à droite de la MRC, qui contribue elle aussi de façon élevée à cette fonction écologique. Maintenant, pour le dernier indicateur que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui de la stabilisation des rives des milieux hydriques. Donc, on a évalué un indice qu'on appelle l'indice de qualité du milieu riverain, donc qui indique que plus un milieu riverain est de bonne qualité, plus il va contribuer à la stabilisation des rives. Ici, l'analyse est effectuée par des petits tronçons de 100 mètres, là, ce qui est un petit peu différent des autres cartes. Donc, on peut voir en bleu tous les petits tronçons qui ont une bonne évaluation. Au niveau des unités hydrologiques, on peut voir qu'il y a un bon indice aussi le long de la rivière Saint-François dans la MRC, là, en bleu foncé. Donc, on s'est aussi posé la question si tout service écologique confondu, c'est quelle entité ou unité hydrologique qui contribuerait au maximum à l'ensemble des services écologiques. Donc, on a fait cette analyse-là qui compile tous les résultats. Puis, ça a donné cette carte ici. En beige, c'est les unités hydrologiques qui contribuent le plus aux services écologiques, donc qui apportent une contribution en matière de fonctions écologiques. Puis en rose pâle, ce sont ceux qui contribuent de façon plus faible à ces services-là. On a aussi mis les entités naturelles qui ressortent comme étant un peu des hotspots en matière de contribution aux fonctions et services écologiques. En brun, on a les milieux humides, là, on en voit des quand même assez gros. En vert pâle, c'est les friches, puis on voit d'ailleurs la friche que j'ai mentionnée plus tôt. Puis en vert foncé, ce sont les milieux boisés. Donc, ce sont ces milieux-là qui contribuent très grandement à l'ensemble des services écologiques. Je rappelle en terminant les 6 enjeux sur lesquels on va s'appuyer pour l'élaboration de la vision, les orientations et le plan d'action. Le webinaire du 15 mai va donc porter sur ça, là, la vision, les cibles de conservation et les grandes orientations. Puis, on vous invite du 15 avril au 15 mai à nous faire parvenir vos commentaires sur le diagnostic qu'on vient de vous présenter de façon assez plus condensée puis vulgarisée. Puis, l'ensemble du document est disponible en ligne sur le site patrimoinenaturel.ca. Donc, c'est ce qui termine ce webinaire sur le diagnostic. Merci à tous.